Hello, on se retrouve aujourd'hui pour rentrer dans le vif du sujet de l'expatriation et plus particulièrement de son organisation. La première question quand on parle d'expatriation, c'est souvent alors j'avais envie de commencer par le choix de la destination. C'est un vaste sujet, donc il va y avoir deux parties, deux vidéos où on va pouvoir lister tous les critères pour choisir son Eldorado. Choisir la destination où l'on va peut-être passer une partie de sa vie ou toute sa vie, c'est à la fois super excitant parce que forcément c'est la partie qui nous fait rêver et en même temps c'est aussi un peu trompeur parce qu'on peut vite se laisser influencer par l'image rêvée d'un endroit, une image aussi qui est souvent un peu biaisée par les réseaux. Il faut vraiment prendre le temps d'étudier chaque destination avec lucidité et en fonction de nos critères à nous. Et pour choisir son lieu de vie, il y a deux types de critères. Les critères d'horizon, ceux qui sont factuels, concrets, que tu peux analyser, mesurer, c'est-à-dire ceux qui vont t'aider à choisir avec ta tête. Et les critères de cœur, tu as compris, ceux qui vont te permettre de choisir avec ton cœur, ce que tu ressens sans toujours pouvoir l'expliquer. Alors voici comment vont s'articuler les deux prochaines vidéos. Dans cette première partie, on va voir un petit peu comment placer le curseur entre le cœur et la raison. Et on va se concentrer sur ces derniers, ces fameux critères de raison, qui vont d'ailleurs nous demander un peu plus de travail au niveau des recherches. Puis dans la seconde partie, on va tenter de définir quels sont les critères de cœur qui peuvent influencer ton choix. Et on terminera par comment commencer à étudier concrètement une ou quelques destinations en posant les premières bases. Et comme je vous le disais, il y a deux types de critères, ceux qui viennent du mental et ceux qui viennent du cœur. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de choisir. Certaines personnes vont le faire à 90% sur des critères logiques et d'autres à 90% sur le ressenti. C'est vraiment à toi de placer ton propre curseur. Je te conseille d'ailleurs dès à présent de te poser cette question. Quel poids j'ai envie de donner à la raison et quel poids j'ai envie de donner à mon intuition? Ça peut être 60-40, 80-20, 50-50 et peut-être de le noter quelque part parce qu'au fur et à mesure de l'avancée de ton projet, ça peut évoluer et ça va aussi te permettre d'en apprendre davantage sur toi et ton mode de fonctionnement. Il n'y a pas de bonne réponse. Ce qui compte, c'est plutôt de savoir ce qui va te guider pour faire ce choix. Petite précision quand même. On peut être quelqu'un de très intuitif et en même temps de très organisé. C'est pas du tout incompatible. Je dirais même que ça peut être complémentaire, à condition d'en avoir conscience. Alors, si tu as un peu de mal à savoir où te situer entre la raison et l'intuition, tu peux commencer simplement en te posant ces trois questions. D'abord, qu'est-ce que je veux éviter à tout prix? Que ce soit une ambiance, un climat, un mode de vie, un système, peu importe. Ensuite, qu'est-ce que je veux absolument retrouver dans mon quotidien? Et pour finir, qu'est-ce que je suis prête à tester, à adapter, à assouplir un peu? En répondant à ça, tu vas sentir si tu pars plutôt d'un ressenti et d'un besoin profond, ou si tu fais ton choix sur des critères qui soient plus concrets et tangibles. Et ça va déjà t'aider à placer ton curseur entre le cœur et la raison. Parmi ces critères de raison, c'est un peu pareil, tous ne se valent pas, ils ne peuvent pas avoir tous le même degré d'importance pour toi. Il va aussi falloir les classer selon tes priorités, tes contraintes et ton mode de vie. Et maintenant, on va donc passer à quelque chose d'un peu plus concret, cette fameuse liste de critères. Et avant qu'on attaque, je te conseille de prendre tout de suite de quoi noter, un carnet ou ton appli de notes comme tu préfères. Tu vas voir que je vais lister de nombreux critères et éléments à rechercher et à analyser, car l'idée c'est vraiment d'avoir la liste la plus complète possible. Mais certains ne concerneront peut-être pas ta situation et tes envies. Donc après les avoir étudiés, il va surtout falloir les hiérarchiser et définir ceux qui sont non négociables et ceux pour lesquels tu peux être un peu plus souple. Parce que tu ne pourras certainement pas tout avoir, il y a peu de chances que tu valides tout à 100% et c'est normal. Alors, j'ai réussi à établir une quinzaine de critères qui, eux, sont aussi développés en sous-catégories. Mais évidemment, j'ai pas le temps de rentrer en détail pour chacun des points dans cette vidéo parce que ça serait vraiment trop long. Donc, sache que certains critères feront l'objet d'une vidéo à part entière avec des conseils concrets, des tips, des méthodes pour approfondir et des exemples. Ici, on va surtout poser les bases et voir ensemble quels sont les points clés pour te donner une vue d'ensemble. Le climat et l'environnement naturel. J'ai choisi de commencer par le climat et l'environnement parce que, très honnêtement, pour moi, c'est un des critères qui est hyper prioritaire. Le soleil, la lumière, la température extérieure, c'est quelque chose qui drive complètement ma motivation, mon énergie, mon humeur, mon envie de me lever le matin. C'est une des toutes premières choses que je regarde quand je m'intéresse à une destination. Mais encore une fois, c'est propre à chacun. Est-ce qu'il fait beau toute l'année? Est-ce qu'il y a des saisons marquées? Est-ce que je vais passer 4 mois sous la pluie? Voilà plein de petites questions simples que tu peux te poser, mais qui changent tout.
Et c'est d'ailleurs un point qui est très subjectif car on ne fonctionne pas tous de la même manière face au climat. Certains supportent bien plus la chaleur et en ont même besoin, c'est mon cas, et d'autres préfèrent au contraire des températures qui soient plus froides. Ça, on ne le choisit pas, c'est lié à notre métabolisme et à notre patrimoine génétique. On ne ressent pas tous un 25 degrés de la même manière. Et il y a aussi tout ce qui touche aux risques climatiques et aux catastrophes naturelles. Alors même si aujourd'hui, on va être honnête, plus aucun pays n'est vraiment épargné, c'est quand même utile de savoir à quoi s'attendre. Les cyclones, les séismes, les sécheresses, inondations, volcans, selon la zone géographique où tu souhaites aller, les risques vont être très différents et ça peut impacter ton quotidien, ton assurance, ton logement. Donc c'est vraiment bon à savoir. J'en reparlerai un peu plus dans une autre vidéo parce que je prévois une série un peu plus personnelle sur mon propre projet d'expatriation où je vous dirai où est-ce que j'ai envie d'aller, pourquoi, comment. Donc si ça t'intéresse aussi de voir ce que j'ai choisi et pourquoi, pense à t'abonner pour ne rien louper. Et tu verras aussi que parfois, le cœur prend clairement le dessus sur la raison. Et que même en étant conscient de certains risques, on garde parfois quand même l'envie d'y aller. Et l'environnement naturel lui-même. Est-ce que tu es plutôt mer ou montagne, campagne, vie citadine? Qu'est-ce que tu veux voir quand tu sors de chez toi, quand tu ouvres tes volets ou même quand tu fais 30 minutes de voiture? La sécurité. La sécurité en général. On parle de taux de criminalité, de délinquance, de harcèlement, bref, tous ces trucs qui peuvent te rendre le quotidien beaucoup plus compliqué, voire anxiogène. Et ça peut aller des pickpockets au trafic de drogue en passant par des agressions physiques. L'idée, c'est de se poser la question si l'espace public est sûr. Et c'est un critère qui peut varier énormément d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, voire d'un quartier à l'autre. Il y a un point qui me tient aussi particulièrement à cœur, forcément, c'est la sécurité des femmes. Le contexte culturel et sociétal peut vraiment influencer ta liberté, ta tranquillité, ta confiance quand tu sors le soir, ou même la manière dont tu es perçu au quotidien. Les questions que tu peux te poser, c'est est-ce qu'il y a du harcèlement de rue? Est-ce qu'on respecte l'espace des femmes? Est-ce que tu peux sortir en solo sans stress? Quelle est la mentalité du pays à ce niveau-là? Et ces questions, tu peux te les poser en amont parce que ça peut faire toute la différence entre une expérience épanouissante et un échec. Après, évidemment, il n'y a jamais zéro risque. Le harcèlement, malheureusement, il existe partout. Mais ce qui compte, ça va être la fréquence, la manière dont c'est perçu et géré. Mais attention, au-delà des chiffres, ce qui est fondamental, c'est ce fameux sentiment de sécurité. Parce que tu peux avoir les statistiques les plus rassurantes du monde, si sur place tu ne te sens pas bien, ce n'est pas bon. Le sentiment de sécurité, c'est ce que tu ressens en marchant dans la rue, en prenant les transports, en allant te promener. Et ça, tu peux vraiment le valider qu'en allant faire un VIH test. Parce que c'est là que tu vas te rendre compte si ce pays ou cette ville te correspondent à ce niveau-là ou pas. Et pour finir, il y a la situation géopolitique, un sujet qui peut te paraître très flou et loin de tes préoccupations, mais qui est quand même essentiel et à prendre en compte. On ne peut pas tout prévoir ni contrôler, mais on peut avoir ces infos en tête pour anticiper un maximum, pour ne pas se faire surprendre et pour choisir un endroit qui offre une stabilité minimum. Par exemple, on va peut-être choisir une destination qui va cocher presque toutes les cases pour nous, mais en analysant les situations géopolitiques, on sait qu'on n'investira pas dans l'immobilier pour le moment. Donc c'est pas forcément un critère qui va nous empêcher d'aller quelque part, mais ça peut être un critère qui nous sert pour nos choix une fois sur place. Les langues. Alors un autre point super important quand on pense à s'expatrier, c'est la langue. Parce que ça va impacter ton quotidien, ton intégration, ta vie sociale, ta facilité à trouver du boulot. Bref, c'est la base. Quelle est la langue officielle du pays? Et même si beaucoup partent sans forcément parler la langue, et que ça peut très bien fonctionner, ça vaut quand même le coup de se poser quelques questions avant de partir. Est-ce que c'est une langue que tu parles déjà? Ou est-ce que c'est une langue que tu as envie d'apprendre? Est-ce qu'elle te semble accessible ou complètement étrangère? Parce que si tu pars vivre dans un pays où tu ne comprends rien, il faudra quand même prévoir un temps d'adaptation beaucoup plus long et quelques mois de cours. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais il faut en avoir conscience. Et apprendre la langue un minimum, c'est une vraie preuve de volonté d'intégration, mais aussi une marque de respect pour le pays qui t'accueille, pour sa culture et pour ses habitants. Ensuite, si c'est pas un pays anglophone, renseigne-toi sur l'utilisation de l'anglais. Est-ce que la majorité des gens le parlent? Est-ce que c'est un pays où l'anglais est enseigné à l'école? Alors pas forcément au niveau du pays, mais plutôt au niveau de la ville ou de la région que tu vises, car le niveau du pays n'est pas forcément représentatif. Tu auras beaucoup plus de facilité à communiquer en anglais dans les grandes villes que si tu vas te perdre à la campagne. Et puis ça dépend aussi de ton propre niveau d'anglais. Si tu es bilingue, c'est top, et sinon, est-ce que tu vas pouvoir te débrouiller facilement avec ton anglais de base? Il y a des pays ou des villes où même si tu ne parles pas la langue locale, l'anglais suffit à bien communiquer, et il y en a d'autres où par contre, pas du tout. Et puis tu peux aussi te poser la question sur la présence de la langue française ou d'une communauté francophone. C'est pas forcément indispensable, mais ça peut être rassurant au début. Avoir quelques repères, croiser des gens avec qui tu peux parler ta langue maternelle,
partager des références culturelles, poser des questions pratiques, demander des conseils. Ça peut vraiment aider et faciliter ton intégration. Et il existe dans certains pays ou villes des zones ou quartiers francophones. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Moi, personnellement, c'est pas du tout un point que je recherche, ou plutôt si, mais à l'inverse, dans le sens où je préfère éviter les zones où il n'y a que des expatriés ou des francophones. Mais vraiment, il n'y a aucun jugement. Je pense aussi que ça dépend de ton âge et de où tu en es dans ta vie. Après, ça veut pas dire que je veux pas avoir de francophones, évidemment, bien au contraire. C'est juste que je veux pas me mettre dans une situation où j'ai pas ce besoin de faire des efforts. Et je veux vraiment m'intégrer dans le pays. Et ça, c'est aussi parce que mon souhait, c'est de partir définitivement. Évidemment, pour une expatriation temporaire de quelques années, le besoin ne sera pas le même et les efforts à fournir non plus. Donc vraiment, c'est en fonction de chaque projet d'expatriation. Et enfin, il y a les dialectes locaux. Alors heureusement, c'est rarement un obstacle, mais dans certains pays, il y a une langue officielle et des dialectes qui peuvent parfois être très présents dans la vie quotidienne. Donc si tu veux vraiment t'immerger, échanger avec les locaux ou sortir des zones touristiques, il faudra sûrement les comprendre un minimum. Mais ça doit pas être un frein. Donc voilà ce critère ultra important qui va te permettre de savoir comment communiquer. D'ailleurs, dans la précédente vidéo, j'avais évoqué le fait que j'avais déjà changé de destination et c'est justement quand je me suis intéressée un petit peu plus à ce critère-là où je me suis dit non, c'est pas pour moi, faut que je change. Donc c'est vraiment un critère à prendre en compte et à ne pas négliger. La fiscalité et les investissements. Alors là, on rentre dans un sujet un peu plus technique, mais qui a toute son importance, la fiscalité et l'investissement. Parce qu'au-delà des impôts, il y a toute la question de ce que tu peux faire de ton argent à l'étranger, comment tu peux l'optimiser, le faire fructifier, ou tout simplement le gérer de façon sereine. Déjà, premier point, les impôts dans le pays de destination. C'est important de comprendre comment fonctionne le système fiscal. Quels sont les taux? Est-ce qu'il y a des impôts sur le revenu, sur le patrimoine, les successions, etc. Et aussi de voir s'il existe des avantages ou des régimes spécifiques pour les expatriés, comme c'est le cas dans certains pays. Mais attention, parce que les infos que tu trouves sur Internet sont parfois approximatives et erronées. Donc pour une première approche, ok, ça te permet d'avoir une vision globale, mais très vite, je te conseille de te faire accompagner par un conseiller spécialisé. Parce que chaque situation est unique et franchement, une mauvaise info peut parfois te coûter très cher. Je prévois une vidéo un peu plus technique sur ce sujet-là et je vous partagerai quelques références de professionnels qui connaissent bien ces questions-là. Même chose pour les impôts dans ton pays d'origine. Si tu continues à avoir des liens fiscaux là-bas, par exemple, si tu y laisses un bien immobilier, une entreprise ou si tu es un freelance enregistré là-bas, il faut vraiment bien comprendre comment ça fonctionne. Est-ce que tu risques une double imposition? Est-ce qu'il y a une convention fiscale entre ton pays d'origine et celui où tu veux t'installer? Et là encore, un professionnel pourra t'éclairer. Parfois, on croit qu'en partant, on coupe les ponts fiscalement, mais non, pas forcément. Donc vraiment, soyez vigilants. Ensuite, la partie épargne. Est-ce que les banques locales proposent des produits intéressants? Est-ce que tu as accès à ces produits en tant qu'étranger? Dans certains pays, tu peux offrir un livret d'épargne en 2 clics. Dans d'autres, il te faut une adresse fixe, un permis de résidence, des justificatifs dans tous les sens. Et parfois, même en tant que résident, tu n'as pas accès aux mêmes conditions que les locaux. Donc, ça peut impacter ta manière d'épargner ou de sécuriser tes revenus à moyen terme. Et pour celles et ceux qui investissent en bourse, que ce soit via un PEA, un compte titre ou des plateformes internationales, il y a aussi 2-3 trucs à vérifier. Déjà, est-ce que tu peux continuer à gérer tes investissements depuis l'étranger sans restriction? Parce que selon ton nouveau pays de résidence, certaines plateformes peuvent te bloquer l'accès ou refuser l'ouverture de compte. Ensuite, niveau fiscalité, tout dépend si tes plus-values ou dividendes seront imposés localement ou si tu restes imposable dans ton pays d'origine. Là encore, ça dépend. Donc c'est pas un détail à laisser au hasard. Ça vaut le coup de se faire conseiller pour pas se retrouver coincé avec des investissements qui soient gelés ou une surprise fiscale un petit peu sale. Et puis bien sûr, la question des placements, notamment dans l'immobilier. Même si tu n'as pas l'intention d'acheter demain, ça peut être intéressant de voir si c'est envisageable à moyen ou à long terme. Est-ce que les étrangers ont le droit d'acheter et à quelles conditions? Est-ce que ça peut être un bon investissement dans ce pays? Et est-ce que c'est intéressant d'acheter pour louer ou d'envisager une résidence principale un peu plus tard? Et là encore, il faut parfois fouiller un peu. Il y a des pays où les règles sont très différentes selon les régions, où les démarches administratives sont très lourdes. Et enfin, si tu détiens des cryptos, c'est un sujet à ne pas zapper non plus. Mais je le mettrai presque en bonus parce qu'honnêtement, la législation sur les crypto-monnaies évolue super vite en ce moment. Les États commencent à vouloir mieux contrôler, mieux taxer. Donc ce qui est vrai aujourd'hui peut être complètement faux demain. C'est bien de s'y intéresser, de savoir ce qui se passe dans le pays qui t'attire, mais ça doit pas forcément être ton critère de choix principal. C'est un point à noter et à garder dans un coin de ta tête. La mentalité et la société.
Alors, quand on envisage de s'installer à l'étranger, on parle souvent des critères très concrets et mesurables, mais la mentalité générale du pays, les codes sociaux, les rapports humains, ça joue énormément. Et parfois, c'est même aussi ce qui peut faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. L'ouverture envers les étrangers déjà. Est-ce que la population locale est plutôt accueillante? Est-ce qu'il est facile d'échanger, de se faire des amis, de se sentir à l'aise au quotidien? C'est hyper variable selon les pays, les cultures et parfois même selon les villes. C'est pas toujours évident de s'intégrer, surtout si on vient avec des références culturelles très différentes. Donc, ça vaut le coup de se renseigner un peu sur la façon dont les étrangers sont perçus dans le pays visé. Et il y a aussi le taux d'expatriés sur place, c'est-à-dire est-ce qu'il y a déjà une grosse communauté d'étrangers ou pas du tout. Et là encore, c'est très personnel. Certains vont chercher à s'intégrer le plus possible à la culture locale, à se fondre dans le paysage, et d'autres auront besoin de pouvoir retrouver des repères, des personnes qui vivent les mêmes choses, avec qui partager leur expérience d'expatriation. Les deux sont possibles, mais c'est important de savoir ce qui est le plus aligné avec toi et de trouver le bon équilibre. Et puis le rapport au travail, à l'argent, à la lenteur. Il y a des pays où tout va très vite, où la productivité est au centre de tout, et d'autres où le rythme de vie est plus posé, voire très lent, parfois même trop lent selon nos standards à nous. Le rapport à l'argent aussi peut être différent. Dans certains pays, on parle librement, c'est un signe de réussite, et dans d'autres, c'est plutôt tabou. Donc ça demande un petit travail d'enquête pour savoir si tu risques d'être en décalage ou au contraire complètement dans ton élément. Les démarches et le statut administratif. Bon, on entre ici dans la fameuse partie paperasse. Et même si c'est pas la plus sexy des catégories, elle est franchement centrale. Parce qu'en réalité, c'est ça qui va aussi conditionner si ton projet est faisable ou difficile dès le départ. Premier point, est-ce que tu restes en Europe ou pas? Parce que si tu es citoyen européen et que tu restes dans un autre pays de l'Union européenne, tu n'auras pas besoin de visa. Et ça, on va pas se mentir, ça allège sacrément ton nouveau départ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucune démarche, mais disons que tu peux t'installer, vivre et travailler beaucoup plus librement. Par contre, dès que tu regardes hors Europe, là, il faut creuser. Et justement, quel type de visa est accessible pour toi? Le visa freelance, investisseur, salarié, étudiant, retraité, il en existe plein et tous ne donnent pas les mêmes droits. Certains pays ont des programmes hyper intéressants pour les digital nomades ou les entrepreneurs, et d'autres beaucoup plus stricts, voire carrément fermés. Donc c'est un vrai critère à regarder dès le départ en fonction de ton projet. Ensuite, la complexité des démarches. Il y a des pays où tout se fait en ligne en quelques jours, c'est hyper fluide, et d'autres où tu vas devoir sortir ton plus beau classeur, faire des photocopies en 12 exemplaires, payer des frais, faire appel à un traducteur, bref, ça peut prendre des mois. Et il y a aussi les conditions de séjour. Combien de temps tu peux rester? Est-ce que ton visa est valable 6 mois, 1 an, 3 ans? Est-ce qu'il est renouvelable? Est-ce qu'il faut sortir du pays tous les 90 jours pour recommencer à zéro? C'est des trucs un peu techniques, mais qui vont clairement impacter ton quotidien. Enfin, le droit du travail. Est-ce que tu peux bosser avec ton visa? Pour qui? Sur quel type d'activité? Parce que certains statuts te permettent de travailler en remote sans souci, et d'autres uniquement pour une boîte locale. D'autres encore ne t'autorisent rien du tout. Donc sujet un peu dense, mais vraiment essentiel. La culture, les traditions et la religion. On enchaîne avec un critère qui peut paraître secondaire au début, mais qui joue en fait énormément sur ton sentiment d'appartenance et ton bien-être au quotidien. La culture, les traditions et la place de la religion. Quand tu t'installes quelque part, tu ne changes pas juste de météo ou de fuseau horaire, tu t'intègres vraiment dans un univers culturel. Et ça peut être super enrichissant ou au contraire très déroutant. C'est important de se poser quelques questions. D'abord, la culture locale. Est-ce qu'elle est plutôt collective ou individualiste? Est-ce que les gens sont très démonstratifs ou plutôt réservés? Quelle est la place de la famille, du respect des anciens, du rapport au temps? Tous ces sujets peuvent créer des points de friction ou au contraire une vraie sensation d'alignement. L'idée, c'est de savoir si tu vas te sentir à l'aise dans les codes sociaux du pays. Et il y a aussi les fêtes et les événements traditionnels. Est-ce que ça rythme la vie sur place? Est-ce que tu as envie d'y participer? Il y a des pays où les fêtes religieuses, les carnavals, les festivals ou les jours fériés sont des moments super forts qui rassemblent et créent du lien. Et il y en a d'autres où le calendrier est beaucoup plus neutre, beaucoup moins marqué. On renvoie aussi à la place de la religion. Est-ce qu'elle est omniprésente dans la société? Est-ce qu'elle influence les lois, les horaires, les tenues vestimentaires, les comportements? Est-ce qu'il y a une religion dominante ou plusieurs qui cohabitent? Et selon ton mode de vie, ton genre et tes croyances personnelles, ça peut avoir un vrai impact. L'idée, c'est pas de juger, mais plutôt de savoir si tu pourras trouver un équilibre entre être toi-même et le respect des autres et du contexte local. Donc ce critère-là t'invite à te demander, est-ce que je suis prête à adopter de nouvelles habitudes? Est-ce que j'ai envie de m'ouvrir à d'autres traditions? Et est-ce que je peux être moi-même? Est-ce que l'environnement culturel du pays va m'inspirer ou au contraire m'étouffer? Le coût de la vie.
Le coût de la vie, gros sujet. C'est même l'un des plus abordés quand on parle d'expatriation. Il pourrait vraiment faire l'objet de plusieurs vidéos, tant il y a de choses à dire, à comparer et à nuancer. Et d'ailleurs, on prendra le temps de le décortiquer ensemble plus en détail avec plein d'astuces concrètes. Donc abonne-toi si c'est pas déjà fait. Il fait partie de ces critères à analyser dès le départ. Parce que oui, un pays, ça peut être canon sur le papier, mais il faut que ce soit vivable pour toi financièrement. Et ça dépendra aussi beaucoup de ta situation et de ton projet professionnel en t'installant ailleurs. Le coût de la vie varie énormément d'une destination à l'autre. Et c'est pas juste une histoire de cher ou de pas cher. C'est surtout, est-ce que c'est cohérent avec ton budget, avec ton pouvoir d'achat, ton mode de vie? Le logement, c'est souvent le plus gros poste de dépense et selon les pays, les régions ou même les villes à l'intérieur d'un même pays, les prix peuvent varier du simple au triple. Le loyer mensuel, les charges, les dépôts de garantie, les frais d'agence, tout ça, ça peut vite peser lourd. Sans parler des capitales ou des zones très touristiques où les prix explosent. Si tu pars sur un achat immobilier, c'est un autre sujet, mais là aussi, il faut penser aux coûts d'acquisition, aux éventuels frais bancaires, à la fiscalité locale. Bref, c'est une ligne à bien étudier dès le départ parce qu'elle peut littéralement faire basculer ton budget global. Attention, il faut trouver le bon équilibre entre ton budget, tes ressources et ton bien-être. Il ne faut pas tomber dans le piège de « je vais là où c'est le moins cher ». Alors oui, c'est tentant, mais si c'est pour te retrouver dans un endroit où tu te fais toute l'année, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et à l'inverse, se dire « c'est cher, mais tout le monde y va, ça doit être génial », eh bien là aussi, pas forcément. L'alimentation, c'est un vrai sujet quand tu t'installes ailleurs, parce que ça touche directement à ton quotidien, à ta santé et à ton plaisir. Donc au-delà du prix, il faut surtout regarder ce qui est accessible localement, la qualité des produits, la variété, et comment ça peut correspondre à tes habitudes et à tes envies. Manger local, c'est souvent plus économique et plus sain, et ça aide à s'intégrer dans la culture. Selon les pays, il peut y avoir des grosses différences de prix sur certains produits, surtout si tu es habitué à consommer bio, local ou certains aliments spécifiques. Il faut donc regarder combien te coûterait un panier classique au supermarché, te renseigner sur les tarifs des marchés et même des restos si tu manges souvent à l'extérieur. Ça vaut vraiment le coup de te faire un petit comparatif ou même de noter tes habitudes pour estimer un budget food qui soit réaliste. Les loisirs, ça, c'est pas juste du bonus, c'est aussi ce qui fait ta qualité de vie au quotidien. Tu peux comparer les tarifs des activités que tu pratiques ici aujourd'hui avec ceux du pays dans lequel tu veux t'installer. Que ce soit les cinés, les restos, les cours de yoga, un abonnement à la salle de sport ou même un petit week-end à la mer, tout ça, ça peut vite faire grimper le budget ou au contraire te permettre de te faire plaisir plus souvent. Tu peux aussi te renseigner à l'avance sur les activités que tu aimerais tester une fois sur place. Les transports. Est-ce que les transports en commun sont bien développés et abordables? Est-ce qu'on peut tout faire à pied ou à vélo? Est-ce qu'il te faudra une voiture avec tout ce que ça implique? Achat, essence, assurance, entretien, parking. Là aussi, pense à comparer avec ta situation actuelle. Mais si aujourd'hui tu vis sans voiture et que tu dois en acheter une à l'étranger, ça change pas mal la donne. Inversement, tu peux aussi faire de belles économies dans certains pays où les applis de VTC et les transports en commun sont ultra efficaces et peu chers. Ensuite, il y a toutes les charges fixes qui viennent s'ajouter chaque mois. Les assurances, que ce soit santé, habitation, etc., les factures d'électricité, d'eau, de gaz, internet et plein d'autres petites dépenses. On regardera tout ça en détail ensemble dans une prochaine vidéo. Et pour finir, il faut quand même remettre tout ça dans le contexte de ton pouvoir d'achat réel. Parce que, je dis n'importe quoi, mais toucher 3000 € par mois à Paris ou à Bali, c'est pas la même chose. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu peux te permettre avec ce que tu gagnes, ou ce que tu pourrais gagner là-bas. Donc l'idée, c'est vraiment de faire le lien entre tes futurs revenus et le coût de la vie sur place. Essaie d'estimer tes rentrées d'argent, ce que tu pourrais gagner, tes charges et ton rythme de vie, histoire de voir si l'équation tient la route ou si ça coince quelque part et à quel niveau, car du coup, il y aura peut-être des concessions à faire. Le travail et les opportunités professionnelles. Alors le boulot, que tu partes avec un job en poche ou que tu comptes en trouver un sur place, le travail c'est évidemment un sujet central. À moins que tu partes en retraite anticipée, il va falloir penser à comment tu vas gagner ta vie là-bas. Et idéalement dans des conditions qui te plaisent. Aujourd'hui, il y a plein de façons différentes de bosser à l'étranger. Être salarié sur place, travailler en télétravail pour une entreprise de ton pays d'origine, continuer ton activité d'entrepreneur déjà lancée, développer un projet local ou encore proposer tes services en freelance. Bref, il y a plusieurs options selon ton profil, ton secteur et tes envies. Si tu vises le salariat sur place, il va falloir identifier les secteurs qui recrutent et qui sont plus simples d'accès aux étrangers. Certaines professions sont très demandées. Ça peut être dans la santé, dans la technologie, l'hôtellerie, le BTP et d'autres très fermés, voire réservés aux locaux. Attention, ce critère est aussi à croiser avec celui des langues, car ne pas savoir parler la langue du pays peut être un point bloquant si tu cherches du travail sur place. Et tu peux dès maintenant te plonger dans des recherches. C'est-à-dire repérer les entreprises qui t'intéressent, regarder régulièrement les annonces, explorer LinkedIn, les sites d'offres d'emploi locaux,
les groupes Facebook dédiés à l'expatriation, etc. Et surtout, commence à faire un petit listing ou un dossier de favoris dans ton navigateur où tu références le nom des boîtes et les offres d'emploi. Alors non seulement ça te permettra d'avoir une idée du marché de l'emploi, mais tu gagneras énormément de temps au moment où tu commenceras à postuler puisque tu auras déjà fait tout un travail de recherche en amont. Autre possibilité, chercher un poste en télétravail pour pouvoir bosser depuis l'étranger tout en étant salarié. C'est une option de plus en plus répandue, surtout dans les secteurs tech, design, marketing, service client ou même administratif. Tu peux déjà commencer à repérer les plateformes qui proposent ce type d'offre d'emploi. Mais comme toujours, attention à bien vérifier les conditions. Compatibilité horaire, exigence de connexion, langue de travail ou encore les aspects fiscaux selon ta destination. Parce que certaines entreprises exigent malgré tout une présence dans une zone géographique bien précise. Et oui, tu ne peux pas toujours aller partout. Et puis si tu es déjà à ton compte en tant que freelance, ça ouvre pas mal de portes. Tu peux travailler d'à peu près n'importe où tant que tu as une bonne connexion Internet et que la destination reste accessible avec ton budget. Mais attention parce que selon le pays, même si tu bosses uniquement avec des clients à l'étranger, tu n'as pas forcément le droit de travailler sur place avec un simple visa touriste. Certains pays le tolèrent et d'autres non. Et c'est là qu'interviennent les fameux Digital Nomad Visa, qui te permettent officiellement de résider tout en exerçant ton activité à distance. Donc là encore, ça mérite un peu de recherche pour savoir ce qui est autorisé ou pas selon la destination que tu vises. Et si tu es déjà entrepreneur, que tu gères ton activité à distance ou que tu récoltes aujourd'hui les fruits de ton projet qui tourne sans toi, tu peux avoir une belle liberté de mouvement. Mais selon le pays, il faudra quand même parfois justifier ton statut, ton activité, bref, comme d'habitude, de la paperasse. Et si tu envisages de créer un projet sur place, il faut aussi se pencher sur les démarches de création, la fiscalité locale et surtout vérifier qu'il y a un vrai marché pour ce que tu veux proposer. Donc, quel que soit ton statut professionnel, bien comprendre le marché du travail et les opportunités sur place, c'est essentiel pour poser les bases de ta nouvelle vie. Comme toujours, anticiper, se renseigner et tester, c'est vraiment la clé pour transformer ton rêve en réalité. Le logement et le cadre de vie. Alors le logement, c'est souvent la dépense la plus lourde dans ton budget quand tu t'installes ailleurs. Que tu cherches à louer ou à acheter, il faut vraiment prendre le temps d'analyser ce que ça va te coûter et les difficultés que tu vas rencontrer. D'abord, pour la location, regarde les prix moyens selon les quartiers et le type de logement. C'est important de savoir ce que tu peux avoir avec ton budget, la surface, le confort, l'état du logement, parce que ça va vite fluctuer. Par exemple, pour un même budget, tu auras peut-être une plus grande surface ou un meilleur confort en dehors du centre-ville. En achat, c'est la même chose, il faut comparer les prix au mètre carré, mais aussi penser aux frais annexes, notaires, taxes, travaux éventuels. Et surtout, renseigne-toi bien sur les conditions spécifiques pour les étrangers, que ce soit pour acheter ou pour louer. Il faut te préparer aux éventuelles difficultés administratives pour éviter d'être découragé une fois le moment venu. Par exemple, pour la location, regarde bien ce que les propriétaires vont te demander comme garantie. Commence déjà à regarder les offres régulièrement. Il faut que tu t'immerges un maximum en avance afin d'acquérir une vraie connaissance des prix du marché, du type d'offre et du nombre disponible. Ensuite, le quartier fait une vraie différence sur le prix, mais aussi sur ta qualité de vie. Un quartier central et bien desservi sera souvent plus cher, mais il peut te faire économiser sur les transports ou te permettre de mieux profiter de la ville. À l'inverse, un quartier plus calme ou un peu excentré te coûtera moins cher, mais ça peut ajouter des frais et du temps dans tes déplacements. Enfin, pense à ce que tu recherches côté environnement. Est-ce que tu préfères le calme et la nature quitte à être un peu plus isolé, ou l'animation urbaine avec du monde et plein d'activités pour ne jamais t'ennuyer? Donc logement et cadre de vie, c'est un équilibre entre budget, confort, localisation et mode de vie. Vaut mieux prendre le temps d'étudier tout ça sérieusement avant de se lancer. Le mode de vie, l'alimentation et l'écologie. Le mode de vie, ça va au-delà du simple fait de se loger ou de travailler. C'est comment tu vis au quotidien, ce que tu manges, comment tu te déplaces et aussi ce que tu peux faire pour respecter un peu plus la planète. Alors s'intéresser à l'alimentation et à l'écologie quand on souhaite changer de pays, c'est hyper important parce qu'on peut vite être déboussolé. L'alimentation, vrai indicateur de ton quotidien. Renseigne-toi bien sur l'alimentation locale. Qu'est-ce que tu vas trouver facilement sans changer tes habitudes? Comment tu vas devoir adapter ton alimentation ou au contraire, est-ce que tu vas pouvoir trouver des alternatives pour la garder? Ensuite, si tu es végé, vegan, sans gluten ou que tu suis un autre régime particulier pour des raisons de santé ou des convictions, c'est pas toujours simple de le maintenir à l'étranger. Certains pays vont être super avancés et proposer plein d'alternatives et d'autres, c'est à peine si on comprend ce que tu veux dire. Et puis bien sûr, l'écologie, si ça fait partie de tes valeurs, regarde un peu ce qu'il en est sur place. Tri des déchets, niveau de pollution, accès à une consommation plus locale ou raisonnée, etc. On n'est pas tous au même niveau de conscience ou d'organisation écologique selon les pays. Et si tu es très sensible à ces sujets-là, parfois ça peut vraiment piquer. Le choc de voir des gens n'avoir aucune conscience ni règles, ça peut vite te frustrer et affecter ton quotidien. Et il y a des pays où tout est très bien structuré et d'autres où c'est le désert total. Évidemment, on va pas sauver la planète tout seul, mais si on veut continuer à faire notre part, c'est aussi un point à vérifier avant de partir.
L'éducation. Et si tu pars avec des enfants, la question de l'éducation va forcément faire partie de tes recherches. Parce qu'en général, on veut ce qu'il y a de meilleur pour nos enfants. Déjà, tu peux regarder un petit peu la qualité du système éducatif. Est-ce que le système a bonne réputation? Est-ce que le niveau est bon, les infrastructures correctes? Est-ce que les méthodes pédagogiques peuvent convenir à tes enfants? Ensuite, pense à comparer les écoles publiques et privées. Dans certains pays, le public est très bien, voire mieux que le privé, et dans d'autres, c'est l'inverse. Les familles expatriées se tournent plus facilement vers le privé ou vers des écoles internationales. Mais ça dépend de ton budget parce que ça peut vite chiffrer. On prend le temps de comparer les coûts, les conditions d'admission et l'accessibilité. Et puis il y a aussi la question de la langue. Si les enfants ne parlent pas la langue, tu peux avoir peur pour eux au début, mais souvent en étant directement et quotidiennement au contact des autres enfants et adultes de l'école publique, ils deviennent bilingues en quelques mois à peine. C'est pas une garantie, mais c'est très fréquent. Les enfants s'adaptent super vite. Et dernier point, pense aux valeurs éducatives. Chaque pays a sa manière de faire. Certains vont être très tournés vers la performance, d'autres vers l'épanouissement personnel, certains valorisent beaucoup plus l'autonomie, d'autres moins. Encore une fois, pas de bon ou mauvais modèle, mais c'est important de savoir si ça colle avec ce que tu veux pour tes enfants. Donc même si t'as pas encore toutes les réponses, commence à te renseigner, fais un petit tour d'horizon, demande des témoignages. Ça t'aidera à mieux te projeter et à faire des choix beaucoup plus éclairés le moment venu. Les loisirs, les activités et l'ambiance. Alors là, c'est le critère du « je me fais plaisir ». C'est ce qui fait que ta vie sur place sera vivante et joyeuse. Le style de vie, c'est vraiment hyper personnel. Est-ce que tu as besoin d'une ambiance festive, d'une vie culturelle riche, d'un accès facile à la nature, ou au contraire d'un endroit très calme où tu es seul et où tu peux te recentrer? Est-ce que tu veux pouvoir sortir facilement le week-end, aller à des expos, voir des concerts, pratiquer des activités sportives ou participer à des événements créatifs? L'idée, c'est de regarder si les activités qui comptent pour toi, celles de maintenant, ou celles que tu aimerais intégrer à ta nouvelle vie sont présentes et accessibles sur place. Et si t'as pas encore tout défini, pose-toi la question, qu'est-ce qui me ferait du bien dans ma nouvelle vie ou dans mon quotidien une fois là-bas? Ce critère-là, il dit beaucoup sur la manière dont tu vas vivre ta vie là-bas. La connexion et la mobilité. Ici, on va parler de connexion numérique et géographique. Alors vous allez me dire, mais on a Internet partout maintenant. Eh bien non, pas partout. Par exemple, dans certains pays d'Amérique du Sud et d'Afrique, ils n'ont pas les moyens d'installer le réseau sur tout le territoire. Surtout si tu bosses en remote, que tu crées du contenu et que tu as besoin d'une bonne connexion Internet au quotidien. Il y a des pays où la fibre est ultra développée et d'autres où c'est galère rien que pour envoyer un mail avec une pièce jointe. Donc vérifie bien la qualité du réseau Internet fixe et mobile. Et puis il y a la connexion géographique. Si tu es du genre à bouger souvent ou que tu as besoin de rentrer voir tes proches régulièrement, regarde les liaisons aériennes et les prix des billets. Est-ce qu'il y a un aéroport bien desservi? Est-ce que les vols sont directs ou faut faire 3 escales? Est-ce que c'est raisonnable au niveau budget pour faire des allers-retours de temps en temps? Regarde bien comment tu vas pouvoir rester connecté. La santé et le système médical. À l'heure actuelle, c'est clairement un sujet à ne pas sous-estimer quand tu envisages de vivre à l'étranger. On n'y pense pas toujours, tout de suite, surtout quand on est en bonne santé et dans l'excitation du projet, mais pourtant c'est un critère essentiel. Et c'est bien de s'y pencher avant, pas une fois qu'on a un problème. D'abord, renseigne-toi sur la qualité du système de santé. Est-ce que le public fonctionne bien? Est-ce qu'il faut passer par le privé pour avoir de bons soins? Est-ce que les hôpitaux sont bien équipés? Est-ce qu'il y a des praticiens qui parlent anglais ou français? Regarde aussi la facilité d'accès aux soins. Est-ce qu'il y a des médecins proches de là où tu veux vivre? Est-ce que les délais sont raisonnables? Est-ce que les services sont centralisés en ville ou bien répartis? Et si tu as des besoins spécifiques, traitement régulier, suivi médical, santé mentale, maternité, bref, assure-toi que tu trouveras tout ce qu'il faut sur place. Côté assurance santé, informe-toi sur ce qui est obligatoire ou non. Dans certains pays, tu dois cotiser à une assurance locale et dans d'autres, tu peux rester sur une assurance internationale. Évidemment, on parle les prix, les niveaux de remboursement, les franchises, les exclusions. C'est pas toujours fun, mais ça peut éviter de très mauvaises surprises. Et là encore, il y a des consultants spécialisés qui peuvent t'accompagner dans ce genre de démarche car ils connaissent par cœur tous les rouages de la destination en question. Et enfin, selon les pays, il y a des spécificités sanitaires à connaître. Vaccins obligatoires, climat extrême, risque d'allergie ou même simplement des bactéries différentes qui peuvent demander un temps d'adaptation. Rien d'alarmant, mais il faut être au courant. Quand tout va bien, la santé c'est un critère qu'on oublie facilement. Mais quand on en a besoin, on est vraiment content d'avoir tout anticipé. Donc même si t'es plutôt du genre pas malade depuis 10 ans, creuse un peu quand même le sujet avant de partir. Et de toute façon, comme les autres critères précédents, ce sujet fera vraiment l'objet d'une vidéo parce qu'il y a plein de choses à détailler, à approfondir, et j'ai vraiment beaucoup de conseils à vous donner pour préparer au mieux votre départ et votre début de vie sur place. Et voilà, on a terminé cette liste d'éléments rationnels à analyser. Elle est indispensable pour se projeter et repérer les pays qui soient compatibles avec ton mode de vie, tes priorités, tes contraintes et tes valeurs.
Et ce, même si ton curseur est à 80% basé sur ton intuition et seulement à 20% basé sur ses critères rationnels, car il faut malgré tout avoir une certaine connaissance des spécificités de la destination choisie. L'idée, c'est pas de trouver le pays parfait, mais de choisir en conscience. J'espère que tu as bien tout noté et on verra ensemble comment commencer dans la prochaine vidéo. Et surtout, si tu as d'autres idées de critères à partager, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et je pourrai mettre à jour cette vidéo en fonction de vos retours. Plus personnellement aussi, je suis très curieuse de savoir si tu as déjà des idées de destination en tête pour changer de vie. Donc pareil, fais-moi un peu rêver en commentaire. Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur le choix des destinations. Et dans la deuxième vidéo, on parlera plus ressenti, intuition, énergie. Parce qu'il faut aussi savoir écouter son cœur et parfois le choix d'un pays ne s'explique pas. Et tout ça nous permettra donc de croiser ses propres ressentis avec toutes les données concrètes qu'on a pu voir dans cette vidéo, pour choisir un nouveau lieu de résidence. Si tu ne veux pas rater la suite, pense à t'abonner et on se retrouve vite pour parler de projets de vie, de passion et d'organisation créative.